Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça fait appel à des expertises, à notamment un métier d'un point de vue technique et artistique, hein, qui est celui du tirage. Et vous militez, vous, pour que le tirage soit reconnu comme métier d'art. Je vous ai vu face caméra faire un peu la moue en disant, bon, cette année c'était la boulangerie, peut-être qu'un jour le tirage sera reconnu comme métier d'art, ce à quoi on peut s'attendre d'ailleurs, hein. Oui, nous, ce sur quoi on est toute une équipe à travailler sur cette idée de la patrimonialisation finalement du métier de tirage. Alors, la photographie technique est dans les métiers d'art, mais d'une manière très ambiguë parce que on dit finalement c'est un métier d'art si on fait la photo, si on fait le tirage, etc. Alors qu'en fait, les métiers de la photographie ont souvent séparé celui qui fait la photo de celui qui la tire. Le laboratoire, c'est une expertise particulière, c'est une connaissance particulière, c'est un dialogue entre celui qui a fait la photo et celui qui la met en œuvre, qui la produit. Donc, on est nombreux aujourd'hui à se dire, ben voilà, avec l'industrialisation à marche forcée des laboratoires vers le numérique, qui est un choix industriel, ni plus ni moins. L'argent devenait trop cher. Kodak a fait travailler des ingénieurs très en amont dans les années 70-80 pour essayer de trouver une alternative. Elle a été trouvée et on a basculé industriellement. Mais il n'y a pas d'évolution naturelle. C'est un choix de société, c'est un choix d'industrie. Donc, du coup, tous les métiers traditionnels du tirage se sont retrouvés marginalisés. Ils existent à l'état un peu de niche, souvent pour les grands artistes, qui peuvent se financer et qui ont envie d'offrir aussi au public des œuvres véritablement de grande qualité, avec des beaux supports, avec des beaux travaux d'interprétation. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a besoin d'une reconnaissance et d'une légitimation du métier de tireur qui a toujours été un métier de l'ombre. Et ça, alors les tireurs, c'est pas qu'ils sont responsables, mais ils n'ont pas fait leur révolution culturelle. Moi, je dis souvent, vous n'avez pas fait votre révolution culturelle comme l'ont fait par exemple les cuisiniers. Les cuisiniers, à un moment donné, avec Bocuse, ils sont sortis de la cuisine, ils se sont inventés une toque et puis ils se sont dit, c'est nous qui avons réalisé tout ça. Ils ont interprété des recettes, mais ils ont réalisé tout ça. Ils n'ont pas réalisé cette révolution culturelle. Donc les tireurs sont ceux qui mettent en œuvre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Quand vous regardez une gravure, eh bien, vous regardez l'image de celui qui a inventé l'image et puis celui qui l'a gravée. Il y a son nom. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et de plus en plus, le tireur devient vraiment une partie intégrante de la production de l'épreuve photographique. Donc cette patrimonialisation, pour nous, elle a du sens parce qu'elle montre que finalement, la culture analogique, elle existe et elle séduit de plus en plus de jeunes. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui se forment auprès de grands tireurs, parce qu'il en reste, bien évidemment, et qui ouvrent des laboratoires et des ateliers argentiques et qui rencontrent un succès fou auprès des plus jeunes, qui arrivent avec les appareils photographiques des parents, voire des grands-parents, en disant comment ça s'ouvre, comment ça se charge, comment on fait de la photo. Et on a de nombreux témoignages aujourd'hui véritablement de cette culture analogique qui n'a aucun horizon industriel ni professionnel, mais qui a un horizon culturel. Le numérique a eu son horizon professionnel, maintenant l'analogique est dans un horizon culturel. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais faire encore un parallèle qui va peut-être vous sembler bizarre, mais la pêche traditionnelle. Bon, les pêcheurs artisans, on va les patrimonialiser. Ceux qui vont rester vont nous expliquer comment on pêchait dans les chaluts et sur les petits ports de France, alors que 99% de ce que l'on consomme en poisson vient des usines et de l'élevage aquatique. Donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement, une culture, c'est aussi ce qui reste quand les usages se sont déplacés. Et je crois que la photographie est en train de vivre ce moment tout à fait particulier. Ça fait 25 ans qu'il y a une obsolescence technique de l'analogique, mais que finalement, eh bien, la culture, elle est là, même si l'horizon industriel a disparu. Donc il y a autour du tirage quelque chose véritablement à comprendre c'est pas inintéressant de voir que des photographes, qui sont parfois leurs propres tireurs, le revendiquent aussi beaucoup. Et les collectionneurs sont aussi très contents et les musées sont très contents parce que finalement, à chaque fois, c'est une œuvre unique. En même temps, c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, je pense aussi à la relation entre cinéaste et monteuse ou monteur. C'est à peu près exactement la même chose. D'ailleurs, photographie et cinéma se suivent quand même de très près. Et puis je pense aussi dans l'édition, par exemple, au regain d'intérêt jusqu'à Brooklyn pour la typographie auquel les caractères mobiles au plomb. C'est une vraie tendance, c'est une lame de fond hein, dans quantité de domaines qui ont été bousculés et accompagné par le numérique. Alors,
on ne change pas de sujet puisqu'on reste dans la photographie, mais on va l'aborder autrement, puisque la photographie a ça d'intéressant, c'est que c'est à la fois une pratique résolument technique, hein, on en a parlé, résolument artistique. Vous publiez un corpus de recherche aussi, vous publiez donc régulièrement des ouvrages. J'ai reçu il y a quelques jours, semaines, l'un de vos pavés orange, un très très beau orange chez Textuel, qui couvre 50 ans de photographie française avec beaucoup d'images, des textes introductifs. Et puis j'ai repéré, je crois, ces 7 ou 8 chapitres qui sont intéressants, puisque vous avez décidé de ne pas le faire chronologique. Est-ce que c'est vrai que ça paraissait compliqué. Vous n'avez évidemment pas pu mettre tout le monde, ça c'est votre drame, et le leur aussi aux photographes. Non, vous avez pris des thèmes et vous commencez avec, on va dire, du reportage au documentaire. Là, on va en parler un peu avec des exemples comme Gilles Caron. Vous avez d'ailleurs été commissaire d'une exposition de Gilles Caron, Guillaume Herbeau, et il y en a quantité d'autres. Je cite Guillaume Herbeau parce qu'on a fait un tournage avec lui chez son tireur, justement, qui nous a accueillis. Donc ça, c'est un corpus, le reportage qui vous intéresse bien. Et oui, parce que le reportage, ce qui est intéressant avec le reportage, c'est que ça a été un modèle. Ça apparaît avec le début de la presse illustrée dans les années 1920-1930. Et finalement, on se dit, bon, la photographie ne peut pas être qu'une illustration, il faut qu'elle raconte quelque chose et finalement qu'elle donne au lecteur le sentiment qu'il y a une histoire. Quand on assiste à un événement, voilà, il faut qu'il y ait plusieurs images pour qu'on puisse comprendre une narration ou un développement. Et donc l'idée du reportage, c'est l'idée de la mise en récit finalement visuelle. Et ça va être le mode opératoire majeur de la photographie professionnelle. Les illustrateurs vont continuer à faire des images qui vont associer à des textes, mais l'idée de raconter l'actualité en images, ça va être le modèle du reportage. Alors ça veut dire être là au bon moment, avoir des appareils qui fonctionnent très bien, très vite, d'une certaine manière se conformer à ce que les rédactions vont demander et les patrons de presse. Donc il y a aussi une dimension politique, hein, on en parlait tout à l'heure dans le traitement de l'information. Et puis ce rapport, on parlait du tirage et de la photographie, mais là il va y avoir un rapport très important entre le photographe et le rédacteur qui va choisir, hein, le picture editor, hein, comme on dit aux États-Unis, celui qui va éditer, qui va choisir. On arrive avec des rouleaux et des rouleaux, des dizaines d'images, comment on raconte. Donc le reportage, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est une mise en récit visuel de l'actualité qui va être très importante, qui va évoluer, alors que Robert Capa, hein, dans les années 1930, la création de Magnum après la guerre en 1945, j'allais dire c'est la culture dominante de la photographie jusque dans les années 60. Et puis, les années 60, on pense à 68, hein, une volonté là encore de bousculer un peu l'ordre admis, peut-être de changer un peu les règles du jeu, de ne pas vouloir obéir nécessairement à ce que la presse veut, mais proposer autre chose, l'arrivée de l'affirmation aussi de son nom, de ne pas simplement être quelqu'un qui produit des images, mais quelqu'un qui les signe et qui dit « je suis un auteur ». Donc on a quelque chose qu'on peut appeler, on dit souvent la crise du photojournalisme en parlant d'économie, mais il y a une crise du photojournalisme en tant que passation de l'opérateur à l'auteur. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il a envie d'inventer son langage, de choisir ses sujets. Et à un moment donné, on a, moi, que j'appelle une sorte de libération du reportage, d'ailleurs avec un journal comme Libération, hein, ou en France en tout cas, où l'idée c'est de dire on va faire des photos qui changent, qui sont peut-être moins parfaites techniquement, mais qui vont être peut-être plus emblématiques d'une jeunesse, plus libre par rapport à la technique, par rapport à la norme. Et on a cette volonté à travers des collectifs de photographes. Le premier, c'est Viva, hein, dans les années 70, très engagés, très politisés, qui vont faire des enquêtes, qui vont aller chercher des sujets dont l'actualité se moque, par exemple la question de la famille, comment une famille française fonctionne, c'est la grande enquête famille en France. Et donc il va y avoir une manière de travailler en collectif, de signer ces photos, ce qui peut sembler a priori paradoxal, mais qui va très très bien s'harmoniser, de trouver une nouvelle économie, et ça va être l'heure de gloire du photojournalisme à la française au tournant des années 60-70, avec Gamma, avec Viva, avec SIPA. Les journalistes français, photojournalistes français vont vraiment être un peu une école du regard à la française. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va bousculer le reportage traditionnel et arriver dans les années 70-80, ce qu'on va appeler les auteurs, qui vont plus avoir envie de faire à un moment donné des livres que de travailler simplement dans les journaux. Et là, vous voyez qu'on va tout doucement vers quelque chose qui va être une forme de légitimation de la photographie, pas simplement par la presse, mais par le livre, et peu à peu, vers
vers le musée. Et souvent, je dis, finalement, entre les années 60 et les années 80, la photographie passe de la page au musée, de la page à la simèse même. On ne va plus regarder la photographie simplement en feuilletant, on va se mettre devant et on va la regarder vraiment. Et puis il va y avoir aussi une photographie documentaire, et on sait aujourd'hui la valeur du document dans l'art contemporain, où tout se mêle. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en revoyant mes notes et eu égard à l'articulation de votre ouvrage, vous passez après au paysage, et dans le paysage, il y a aussi une forme documentaire, et je pense là à la datar que j'évoquais tout à l'heure, qui est une volonté de l'État. Quasiment tous les États dans le monde, à un moment donné, se sont posé la question de capturer le moment. On voyait leurs photographes, il y en a des très connus, il y a Depardon, moi je suis un peu des gens comme Tournebeuf, un peu plus jeunes, avec des collectifs, on y reviendra tout à l'heure. Là, l'État français a envoyé ces photographes, d'ailleurs qui n'ont pas forcément ramené ce qu'on pouvait imaginer le commanditaire attendait, comme vous disiez tout à l'heure avec Libération, mais ils ont sillonné la France, ils ont été à Vierzon, Depardon, je crois, pour ramener des images. Oui, alors la datar, c'est un moment tout à fait important dans l'histoire de la photographie française parce que c'est un moment de bascule. On a une délégation interministérielle qui a des moyens conséquents et qui décide de choisir d'abord un directeur artistique. Ça, c'est très important. C'est François Hers, qui était un des grands animateurs de l'agence Viva, qui va être missionné pour choisir des photographes en fonction de leur qualité esthétique, donc vraiment des artistes qui auront des contrats d'auteur, pour aller enregistrer, va-t-on dire, les grandes transformations d'une France qui est à la fin des Trente Glorieuses, qui a notamment des campagnes qui vont s'industrialiser, qui voient la fin des bocages et puis les forêts, les paysages du remembrement. Donc on a finalement, à ce moment-là, on le sent politiquement quelque chose qui se transforme. La France a vécu un moment très important. Est-ce qu'elle est capable de se reconnaître ? Très souvent, quand les États veulent savoir qui ils sont et dans quel état ils sont, ils demandent aux photographes. Très peu aux écrivains, très peu aux cinéastes, très peu aux gens de théâtre. C'est très intéressant. La photographie, c'est quand même l'acte, quoi. On enregistre. Et là, ce qui va se passer, c'est que les photographes qui vont être choisis vont proposer à François Hers de travailler sur telle et telle région, tel et tel site, mais avec la singularité de leur regard. Ce qui fait qu'on va avoir une restitution qui d'abord devait durer 1 an, qui en a duré presque 6, et qui vont finalement amener à travers le regard une réflexion contemporaine sur les formes. Et donc la grande déception d'une certaine manière des journalistes, mais aussi d'une partie du public sur la data, c'est qu'on avait envie de voir la France à laquelle on avait envie de rêver. Mais que finalement les artistes, eux qui se posent des problèmes de forme, de réflexion, de concept, ils ne font pas de cadeaux. Ils documentent, c'est-à-dire qu'ils montrent parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut être des sillages d'autoroute, ça peut être des ruines industrielles, ça peut être des parties de remembrement. C'est la fin d'une vision, j'allais dire, de la tradition humaniste. Et cette grande photographie française de Cartier-Bresson, de Doisneau, qui pourtant va jouer le jeu, il y sera, mais de Isis ou de Ronis, la page se tourne. Et l'importance esthétique et historique de la data, c'est pour moi le grand processus sacrificiel de la photographie française humaniste. Oui, ça ne plaît pas beaucoup, sauf que 40 ans après, on se dit oui, effectivement, ça a été la porte ouverte de la photographie vers l'art contemporain. C'est-à-dire quelque chose qui se veut avant tout une réflexion sur les formes et les représentations du monde, avant d'être une tentative de séduction par l'image. D'ailleurs, je crois savoir que la datar s'inscrit dans la continuité de la mission héliographique, qui est beaucoup plus ancienne. Et puis finalement, les photographes ont très tôt suivi les archéologues, comme les peintres le faisaient quasiment dès le début de la photographie.